m'appelle Jérôme, je ne vais pas vous raconter grand chose sur moi parce que je suis assez pressé. Le sujet sur lequel je suis venu discuter avec vous, c'est est-ce qu'on a besoin d'un intranet des objets? Et pour répondre à cette question, en fait, je vais vous en poser une en premier, c'est quel prix vous accordez à votre vie privée, en fait? Il y a beaucoup de réponses. Est-ce que vous utilisez des technologies genre PGP? Est-ce que vous utilisez Tor pour masquer votre trafic? Est-ce que l'idée que toutes vos données personnelles soient disponibles comme ça dans le monde, est-ce que ça vous gêne ou pas? Oui, non, peut-être. Si elles sont anonymes, non? Si elles sont anonymisées, non. C'est une réponse très intéressante, effectivement. Et du coup, en fait, moi, je vous pose cette question parce que aujourd'hui, on commence un peu à se réfléchir à qu'est-ce que c'est que la vie privée et dans sa vie en ligne, mais en même temps, on est dans un monde super agréable. Il y a tous ces objets qui arrivent, qui vous apportent des choses très intéressantes. Pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, en fait, est-ce que les objets connectés, ils pensent à Big Brother? Ça, c'est ma deuxième question. Moi, je pense que non. Mais en fait, malheureusement, les êtres humains, ouais, ils y pensent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous protège actuellement dans notre vie privée, en fait? C'est qu'il y a un manque d'outils flagrants pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe chez vous. Et on a bien vu avec des programmes comme Echelon que dès qu'il y a des puissances qui ont eu les moyens de traiter toute l'information qui passait par les tuyaux d'Internet, ils l'ont fait. Aujourd'hui, tous vos mails sont lus, même si c'est pas très intéressant par la NSA et tout. Et on est aussi dans un monde où on commence à ramener plein de capteurs chez nous et c'est super agréable et il y a plein de choses marrantes à faire avec, mais il y a des considérations à prendre au niveau de ce que ça donne au niveau de la vie privée. Et donc du coup, est-ce que nous, on va acheter les outils qui vont leur permettre de récupérer cette vie privée? Parce qu'aujourd'hui, quand il y a plein de nouvelles technologies qui sont très intéressantes, encore, pardon. Et donc du coup, refuser des super technologies qui vous permettent de pouvoir avoir des informations sur votre consommation électrique, régler votre chauffage, c'est super sympa, mais est-ce que le prix à payer pour ça, c'est donner ces données privées? Moi je pense qu'il ne faut pas le faire. Et donc du coup, il faut faire attention à ce qui se passe, un peu, à ce qui s'est déjà passé avec Internet, qui a été un espèce de liberté assez intéressant, et qui est devenu toujours une espèce de liberté assez intéressante, mais dans lequel on doit faire un peu attention à ce qui se passe, plutôt que juste disséminer ces données sans faire trop attention. Et pour faire ça, en fait, je vais vous donner un peu des exemples de ce qu'aujourd'hui peuvent vous apporter des objets connectés très intéressants et de ce qu'ils peuvent vous prendre aussi. Donc, comme premier exemple, en fait, j'ai choisi excusez-moi, le compteur connecté, voilà. Et donc le compteur connecté, cette image, c'est le premier compteur connecté qui a été créé aux États-Unis. C'était une véritable catastrophe, il n'arrêtait pas de brûler en fait. C'est pour ça que l'image est vachement jolie. Et donc du coup, un compteur connecté, c'est quoi? C'est quelque chose qui va étudier un peu votre installation électrique, qui va savoir sur chaque fusible qu'est-ce qu'il y a qui est consommé, et qui va vous permettre d'avoir des informations très pertinentes sur votre maison. Genre, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, combien d'électricité j'ai consommé, est-ce que c'est l'heure de lancer ma machine à laver, et, ça vous permet aussi d'éviter d'avoir le mec d'EDF qui vient à 8h du matin pour vous embêter pour vérifier votre compteur, donc tout ça c'est vachement sympa. Mais d'un autre côté, c'est donner toutes ces informations de façon pas vraiment très anonyme, parce que actuellement la plupart des protocoles de communication de ce genre d'objets sont vraiment très faciles à craquer, voire pas encryptés. Juste aujourd'hui, on profite un peu d'une période qui est un peu comme sur les Macintosh. Il n'y a pas assez de gens qui ont des Mac, on fait pas de virus sur les Mac, donc on n'a pas besoin d'antivirus, c'est cool quoi. Et ça, c'est la situation actuelle des objets connectés. La plupart du temps, quand vous achetez un objet, il y a un protocole de communication avec un serveur. La plupart du temps, c'est un projet Kickstarter américain, donc du coup, l'information va jusqu'aux États-Unis, revient chez vous, le tout complètement en clair de A à B, ou parfois pas totalement en clair, mais quand même assez souvent. Et donc du coup, en plus de ça, le mec d'EDF, il n'a plus besoin de passer à 8h du matin, parce qu'il sait quand est-ce que vous êtes chez vous aussi, aléatoirement. Et comme deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était justement exemple d'un objet connecté assez intéressant, c'est le Jawbone Up, c'est un bracelet connecté qui vous permet d'avoir des informations sur combien de pas vous avez fait dans la journée et si vous avez bien dormi. Et moi j'ai utilisé ça pour perdre du poids, ça a plutôt pas trop mal marché, j'aurais encore du poids à perdre, mais c'est une autre histoire.
Mais j'ai adoré utiliser ce produit jusqu'au moment où j'ai commencé à réfléchir un peu à qu'est-ce que c'était que le workflow de ce produit. Donc, pour vous expliquer un peu ça, en fait, je vais aborder qu'est-ce que c'est que la topologie du réseau chez vous. Donc chez vous, on considère que de manière générale, il y a 3 espaces de réseau. Il y a le BAN, c'est le Body Area Network. C'est grosso modo ce que vous n'avez pas encore trop, parce que ça ne marche pas trop encore, mais c'est les Google Glass, c'est les bracelets connectés, c'est les watch qui vont commencer à être un wearable qui lui va être vraiment très souvent là. Et qui communique souvent avec Bluetooth, avec soit votre téléphone, soit votre installation. Donc la deuxième partie du réseau, c'est le PAN, c'est le Personal Area Network. Ça ressemble pas mal au LAN, c'est tous les ordinateurs, tablettes et autres choses comme ça que vous avez connectés chez vous. Et puis après, il y a votre accès Internet et le monde extérieur. Et donc aujourd'hui, pour récupérer de l'information de ce bracelet que je porte normalement à mon poignet et qui va communiquer avec une interface que j'ai sur mon téléphone, donc de mon niveau personnel à mon niveau personnel, qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois brancher mon bracelet connecté à mon prise jack, parce qu'ils n'ont pas de connexion directe, donc c'est un fichier audio qui est récupéré. Donc ce fichier audio, il est encrypté, cet objet-là est parfaitement encrypté end-to-end, c'est le seul point positif que je trouve là-dedans. L'information est envoyée jusqu'au serveur de Jawbone aux États-Unis avec un stockage sur lequel je n'ai pas vraiment d'option de dire oui ou non. Ensuite, cette information elle m'est renvoyée encore encryptée jusqu'à mon téléphone. Et là, je me rends compte que j'ai fait 666 pas dans la journée et que c'est cool. Donc, mais entre les deux, j'ai pas genre des trucs, genre des ordinateurs et trucs qui pourraient éventuellement stocker cette donnée et s'en occuper, l'amasser, plutôt que l'envoyer aux États-Unis. Bah si, j'ai un Minitel, c'est cool. Ouais, mais en fait, j'ai pas l'option. Donc du coup, plutôt que de se dire qu'on va retourner dans le monde de l'obscurantisme et qu'on va pas utiliser des objets connectés parce que la vie privée c'est important, et il y a plusieurs alternatives à ça. La première alternative, en fait, c'est choisir intelligemment les objets qu'on prend. Le Jawbone dont j'ai parlé, il y a un concurrent qui s'appelle Fitbit, qui fournit une application offline qui vous permet d'interagir avec tous les objets de la gamme sans qu'il y ait une seule connexion à Internet et sans que vous ayez envie d'envoyer j'ai perdu tant de kilos durant ce mois-ci, parce que c'est des informations qui sont assez sensibles aussi. Ou alors les fabriquer soi-même. Et là, je vous vois, c'est compliqué, tout et tout. Et c'est vrai que ça a été une des grandes barrières, mais aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de fabriquer ça un peu plus facilement. C'est des outils que je me... Enfin, c'est un des outils qui permet de faire ça, étant des outils que je me propose de vous présenter aujourd'hui. Alors, pour faire ça, en fait, je vais vous présenter un peu les objets que je vais utiliser. Donc, il y a ce truc dont je me sers depuis tout à l'heure, qui s'appelle un sensor tag. En fait, c'est un périphérique Bluetooth Low Energy qui me permet d'avoir dedans un thermostat, des boutons, un ensemble de capteurs et de le relier à mon ordinateur. On va utiliser un Arduino qui va nous servir à contrôler un système externe. Et on va utiliser une LED parce que j'ai pas eu le temps de ramener un ventilo. Le projet initial c'était contrôler un ventilateur selon la chaleur disponible dans la salle, mais malheureusement je dois prendre un train après. Donc du coup, voilà, il n'y a plus besoin de slides, je vais vous montrer du code un peu. Alors déjà, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on se connecte à un sensor tag. Donc du coup, il y a des librairies pour Node qui existent déjà, donc pour les gens qui font déjà du développement Node, c'est pas très compliqué. On require la librairie sensor tag. Ensuite, on commence le processus de rechercher un sensor tag, c'est quelque chose qui est initié directement quand on lance la librairie. Une fois que notre sensor tag est découvert, on peut commencer à se connecter avec. Grosso modo, on vérifie si on est disponible. Quand il y en a un disponible, le premier qui est disponible, je le chope. Une fois que je l'ai chopé, on lui demande un peu qu'est-ce que tu sais faire Coco. Et une fois qu'on sait ce qu'il sait faire Coco, en l'occurrence, l'exemple que je montre là, c'est un exemple qui me permet de savoir que j'ai les touches qui marchent. En l'occurrence, cet exemple qui est mappé, là, vous voyez, mes slides, en fait, c'est comme ça que je les contrôle. Ce bouton est relié chaque fois que je le... Hop. Et alors ça c'est bien beau, mais c'est du code un peu compliqué. Et comment vous faites quand vous avez quelqu'un qui a besoin d'avoir une interaction avec votre système et qu'il n'est pas programmeur? Il y a des outils qui existent pour ça en fait.
Donc là, je vous présente quelque chose qui s'appelle Node-RED. Node-RED, en fait, c'est une interface qui fait du full programming, qui permet de connecter des objets connectés ou non, ou des filters, ou des... Et l'intérêt de Node-RED, c'est que c'est un peu l'entre-deux-mondes, en fait. On peut avoir des interfaces où on peut programmer des fonctionnalités. Donc là, par exemple, on voit que je récupère de l'information de mon senseur et que je la fais basculer là-dedans. Là-dedans, c'est une fonction. Donc là, je vais traiter mon signal à l'intérieur. Mais pardon, je vais revenir un peu plus tard. Donc du coup, pour faire communiquer tout ça, j'utilise un protocole qui s'appelle MQTT. Donc du coup, ce que j'ai fait avec mon petit senseur, je passe dessus. Donc là, du coup, on voit que mon petit programme m'a dit Hello MQTT, il s'est connecté à ce serveur MQTT qui est ici. Donc là, on voit que l'information arrive bien. Hop. Là, je vais faire découvrir mon périphérique. On voit qu'il a trouvé le petit périphérique, il cherche, il lui explique bien qu'il a trouvé ses caractéristiques. Et là, en l'occurrence, j'utilise une caractéristique de mon senseur qui est la température. J'ai un senseur infrarouge qui me permet de régler la température. Une fois cette information récupérée, j'ai créé un nœud MQTT dans l'interface de Node-RED. Donc c'est tout bête, je me connecte à un serveur, il a une adresse, et il se connecte. MQTT est un protocole de type SUB, donc ça ressemble un peu pour ceux qui ont déjà fait du socket.io à ce qui se passe dans un truc socket.io. On crée des rooms, on souscrit à une room. Quand on est souscrit à une room, ce qu'on met dans une room est envoyé, et les messages dans la room sont envoyés aussi si on a. Donc du coup, j'ai fait une room pour la température de mon objet, que j'ai nommé le topic room, et donc maintenant, en fait, je reçois l'information de mon senseur de température qui est toujours samplé ici. Là, j'ai une petite fonction qui récupère mon message. Donc le message est un message formaté sous forme d'un objet. Donc il récupère le contenu de l'objet, à savoir la température. Une fois que cette température, est récupérée, je vérifie qu'est-ce qu'elle est. Donc en l'occurrence, je dis si elle est supérieure à 35 degrés, tu vas dire que tu vas allumer ton ventilateur. Alors que si par hasard il fait moins de 35 degrés, il n'y a pas besoin de son ventilateur. Ensuite, je forward ce message. Ce message est envoyé à mon Arduino ici. Et alors maintenant, comme il ne fait pas vraiment 35 degrés, je vais pouvoir simuler la température. Tintin, une lumière s'est allumée. Alors désolé, c'est beaucoup moins impressionnant qu'avec un ventilateur. Mais j'avais vraiment pas le temps de le déplacer. Hop. Et donc du coup... Donc du coup, en fait, je suis en train de me dire que là, je suis un peu perdu, parce que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter comme démonstration, parce que j'ai eu le temps de faire beaucoup plus. Donc je voulais savoir, enfin, déjà, je vois que j'ai un peu fait un flop dans mon talk, parce que j'ai un peu l'impression que ça vous a pas vraiment touché l'idée de la vie privée et des objets. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Non, parce que quand j'ai posé la question, il n'y a personne qui a répondu, quoi. Non, mais en fait, c'est plus une vraie question théorique parce que, enfin, vous vous rendez compte quand même qu'on arrive vraiment à un moment où on va être censé de partout, on va porter sur nous un ensemble de choses. Il y a un ensemble de données qui sont fortement intéressantes et qui vont être disponibles. Et c'est vrai que c'est très intéressant dans les deux sens parce que il faut pouvoir avoir un contrôle de ces données parce que donner ces données à des gens anonymisés, comme tu le disais tout à l'heure, parce que je trouve que c'est très très important comme point en fait. C'est très très intéressant, mais là pour le moment on n'a pas l'option de pouvoir choisir en fait. Et ce que j'avais envie de vous montrer avec ce talk, que j'ai pas eu le temps de finir et je m'en excuse en fait, c'est que y a moyen nous de choisir ce qu'on a envie de donner comme données, de les récolter nous-mêmes, de partager ce qu'on a envie de donner, parce que c'est vrai qu'aussi si jamais on partage ces données sur les maisons, sur comment est-ce que l'isolation marche, on va pouvoir savoir quel type d'isolation est plus efficace que d'autres. Je veux dire, le traitement de ces données est un enjeu qui est vraiment très important. Et je pense qu'on doit vraiment faire des efforts pour pouvoir avoir la possibilité, nous, de décider ce qu'on donne, mais aussi de donner. Je veux dire, pas juste garder cette donnée ensemble et arriver à communautariser ces petites données de façon à arriver à en tirer des choses sensées. Est-ce que l'humanité en grandit? C'est tout et tout. Parce que ouais, c'est un peu utopique, mais c'est vachement intéressant, quoi.
Et c'est approximativement tout ce que j'avais à vous dire. Je suis ouvert à plein de questions, pas beaucoup de questions parce que je suis super à la bourre, mais... Un peu, oui. Ok. Salut, c'est super intéressant. J'ai quelques questions par rapport à la connexion entre le sensor et l'Arduino. En fait, le sensor est connecté via Bluetooth à ton Mac. Ouais. Et après ton Mac, donc en fait la connexion c'est pas direct sensor Arduino, c'est via... C'est via MQTT. MQTT c'est un protocole, enfin c'est ce que j'expliquais, l'intérêt d'utiliser MQTT dans l'eau au milieu, c'est aussi par exemple c'est un protocole qui me permet la rétention de données. Genre si par exemple j'arrête mon serveur, là il n'y a plus de serveur, j'émets des events, mon client en fait il va savoir que... Ah comme j'ai pas arrêté mon serveur, ça marche pas. Donc là, tu vas voir qu'en fait, si je relance mon serveur, directement, il va manger tous les events qui avaient été là. Donc des deux côtés, que ce soit pour le serveur ou pour le client, quand il y a une perte de données, c'est un protocole qui est vraiment très résilient. C'est un truc, c'est battle testé, tu peux l'utiliser n'importe où, il peut ne pas... Enfin, il garde l'information des paquets très correctement, et quand tu as de la mémoire à donner à tes paquets, tu peux avoir une année d'historique, et quand tu te connectes à ton serveur, il va balancer ton année d'historique d'un coup. D'accord, donc en fait il y a quand même une entre guillemets store offline de données sur le côté sensor. Mais par contre, je suppose que tu as pas le Mac par exemple, et tu veux justement juste gérer la connexion entre le sensor et l'Arduino. Est-ce que c'est possible avec ce Alors c'est possible. là? C'est possible. En fait, il y a des shields pour Arduino qui utilisent le Bluetooth BLE et qui permettent de faire ça. Mais à ce moment-là, c'est plus du tout la même infrastructure, mais oui, c'est faisable. Ouais, parce que ok, donc tu peux. Ok, ça marche. Merci. Autre question? Oui, vite fait, par rapport à justement la notion de privacy des données. Parce que là on a vu des cas simples, mais par exemple le cas de données médicales, potentiellement c'est des données extrêmement sensibles, mais on peut imaginer des cas où par exemple les données sont directement partagées avec un médecin. Et dans ce cas, on ne peut pas imaginer, j'imagine que les médecins dans ces cas-là, ils vont s'allier avec des grandes entreprises où les données vont forcément transiter par des serveurs, on ne sait pas ce qu'elles viendront. Enfin je veux dire, au bout d'un moment il n'y a pas forcément peut-être que du bien-mal, que du binaire, ce sera des prises de risque. Il n'y a pas que du bien-mal. En fait, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'en fait, si aujourd'hui on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec ces données, en fait, on va arriver dans un monde où il n'y aura même pas de binaire. En fait, il n'y aura qu'un seul côté. Tes données, elles seront centralisées, tu n'auras pas besoin de le faire. Aujourd'hui, dans Internet, il y a de plus en plus de systèmes qui décentralisent parce qu'ils considèrent que la décentralisation, c'est une garantie aussi de sécurité sur tes données. C'est aussi une garantie que ta donnée, elle n'est pas touchée. Parce que derrière, quand tu as... T'as aucune notion de certitude que ce serveur centralisé il va pas être attaqué par quelqu'un qui va modifier tes données. Si jamais tu utilises des systèmes qui distribués, ta donnée est répliquée à des endroits différents et la résilience et la comparaison entre les différents nœuds permettra d'avoir une consistance de tes données qu'un système centralisé ne permettra pas. Le truc c'est que si jamais on leur dit pas, nous on a envie que ces données elles ne soient pas centralisées et qu'on a envie d'avoir la main dessus, je veux dire, le business is business. Je veux dire, si tes clients n'achètent pas ton produit, eh ben ton produit ne se vendra pas. Donc si aujourd'hui, nous, on dit, moi, j'aime bien ton produit, mais j'aimerais avoir la maîtrise sur les données, eh ben a priori, les gens intelligents fourniront des objets qui permettront de donner un contrôle à ces données, alors que si jamais on ne le demande pas, ils n'ont pas raison. Je veux dire, ces données, elles sont intéressantes, elles sont monnayables. Hein. Je veux dire, on connaît tous Google et on sait tous le business model de la boîte. Mais une grosse difficulté va être aussi de sensibiliser des gens qui ne sont pas forcément très orientés techniques, qui ne comprennent pas forcément les enjeux, la notion de serveurs, de données qui transitent sur Internet, on en connaît tous au quotidien, qui ne sont pas forcément très sensibilisés à ces sujets. Et pour arriver à toucher ces gens-là, ce sera peut-être là la vraie difficulté. Je suis assez d'accord avec toi et en fait c'est pour ça que je fais ce genre de talk devant des gens comme ça parce qu'en fait ça aurait été même plus marrant de faire plus de code et tout, mais vous êtes les personnes qui fabriquaient ce monde de demain. Je veux dire, vous êtes les gens qui vont intégrer des services aux objets connectés, vous êtes les personnes qui allez faire les API qui vont permettre de faire communiquer ces bases de données. C'est à vous que ce message se destine, parce que justement, en fait, je ne peux pas le donner à des gens qui n'ont pas la compréhension des enjeux techniques. Donc je vais la donner aux gens qui ont les compréhensions des enjeux techniques, histoire qu'eux, ils gardent ça en tête quand ils implémentent des services. Merci.